Bien, bonjour à tous. J'accueille les participants. Merci à ceux qui se sont connectés en ligne. Merci à mes collègues qui sont dans la salle, auprès de qui je m'excuse. Je suis pas avec vous aujourd'hui, mais donc aujourd'hui, Paul et Alou nous présentent le projet Projecto, qui est une méthodologie de projection de la demande en eau municipale au Québec et son application à deux municipalités pilotes. Donc, Paul Sélicourt est un professeur adjoint au Centre Eau, Terre, Environnement de l'Institut national de la recherche scientifique. Il est affilié à l'unité mixte de recherche INRS-UQAR et ses intérêts de recherche sont à l'intersection des sciences naturelles et sociales, ce qui l'a mené au développement du champ de recherche appliqué intitulé Hydroinformatique agricole. Donc, Paul et Alou, je vous laisse la parole et je ferme mon micro. Et- Merci. Alors, merci Anne, merci pour la présentation. Ben, d'abord, je dis merci à tout le monde et de votre présence et aussi de votre intérêt pour les travaux que nous allons présenter ici. Ben, avant de commencer, je tiens à remercier le ministère de l'Environnement et Oranos, premièrement pour la confiance et puis pour le soutien et pour l'accompagnement qu'ils ont apporté et à la réussite du projet. Donc, aujourd'hui, la présentation va être faite par moi et Alou Tankari Saïd, qui est étudiant en la maîtrise avec moi, qui termine cette session. Donc, ce que nous allons faire, c'est... OK, ça défile bien. Donc, au cours des 30 à 45 minutes, nous allons présenter rapidement le contexte du projet et les objectifs qu'on a proposés dans notre demande. Puis par la suite, je vais enchaîner avec l'approche méthodologique pour par la suite présenter les résultats. Et enfin, quelques éléments que vous devez retenir et pour enfin présenter l'équipe de recherche qui a réalisé le projet. Parce que c'est pas seulement moi, donc c'est toute une équipe qui a réalisé ce projet. Donc, on va commencer là. OK. Donc, un peu de contexte sur le projet. Et je pense qu'un bon point d'ancrage pour discuter de la demande en eau au Québec, ce serait ce que j'appellerais l'illusion de l'abondance de l'eau au Québec. On sait tous que la province du Québec détient 3% de l'eau fraîche, l'eau douce disponible à l'échelle mondiale. Mais au cours des 5 dernières années, donc on a connu des épisodes de sécheresse qui ont en quelque sorte sonné une sonnette d'alarme. Et puis, ces épisodes de sécheresse ont aussi donné lieu à des conflits d'usage entre le secteur agricole et le secteur résidentiel, surtout. Puis, ces épisodes de sécheresse, ils ont une fenêtre de temps qui ont tendance à s'agrandir suivant les constats qui ont été faits. De tels conflits révèlent une préoccupation croissante quant à la demande future en eau, surtout dans un contexte de changement climatique et de croissance socio-économique. Cette préoccupation a été aussi soulignée, par exemple, par les projections de l'Atlas hydroclimatique du Québec méridional. L'Atlas hydroclimatique du Québec méridional, c'est un outil cartographique qui présente le régime hydrique des rivières, c'est-à-dire la disponibilité en eau dans les rivières du Québec méridional, à la fois en climat actuel et en climat futur. Donc, l'Atlas anticipe une augmentation de la sévérité et de la durée des étiages estivaux et automnaux, et aussi une pression croissante sur la conciliation des usages de l'eau en climat futur. Dans cette même perspective, le groupe AGECO, à travers le projet RADO, ils ont noté une augmentation de la fréquence des conflits d'usage entre les secteurs agricoles et les secteurs résidentiels. Et ils ont aussi observé une certaine croissance de la demande en eau des secteurs résidentiels et industriels, ainsi qu'une croissance de la pratique de l'irrigation depuis la dernière décennie. Donc, tous ces constats témoignent de la menace potentielle et des possibles répercussions des changements climatiques d'une part, et la productivité des différents secteurs d'activité économique en réponse aux croissances sociodémographiques et économiques d'autre part.
Donc, tout cela porte à croire que, ben, on s'attend à une croissance de la demande en eau des secteurs usagers de l'eau, ce qui se traduit, par exemple, par des défis pour aller satisfaire la demande en eau et des différents secteurs d'activité dans le futur. OK. Ben, ce qui arrive, c'est que le ministère de l'Environnement, comme organisme qui assure la protection, la gestion durable et la réglementation de l'eau via la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau, ben, il souhaite renforcer sa capacité d'anticiper les besoins en eau des secteurs. Et c'est dans ce contexte-là que, conjointement avec Ouranos, ils ont lancé un appel à projet. Et c'était à l'hiver 2023. Puis, dans cet appel à projet, ils ont exprimé le besoin de développer une méthode simple pour faire la projection des besoins en eau. Et aussi, ben, cette méthode devrait être évaluée à plusieurs échelles spatiales, par exemple et au niveau de des municipalités, les MRC, et à l'échelle des bassins versants et même à l'échelle nationale, si possible. Et dans le cadre de cet appel à projet, ben, nous avons déposé une demande pour le projet Projecto, donc, qui a été retenu et pour être financé. OK. Ben, dans le cadre de ce projet, qu'est-ce qu'on a proposé comme objectif? Ben, l'objectif principal, c'était de développer et évaluer une méthode simple pour la projection des besoins en eau futurs du Québec, avec une considération des secteurs économiques clés, par exemple les secteurs agricoles et industriels, résidentiels, commerciaux et institutionnels. Et puis, ben, nous proposons aussi de prendre en compte les facteurs qui peuvent aller influencer la demande en eau de ces secteurs d'activité. Ben, cet objectif principal, on l'a subdivisé en trois objectifs spécifiques. Et comme on allait développer une méthode, ben, c'était bon qu'on réalise une revue de littérature sur les méthodes de projection qui existent actuellement pour essayer de proposer une approche méthodologique qui serait applicable au Québec. Ben, une fois qu'on propose cette approche méthodologique, ben, la prochaine étape, c'était de faire un inventaire des données qui sont disponibles au Québec qui permet d'aller évaluer cette méthode. Et enfin, comme troisième objectif spécifique, ben, on proposait de développer et évaluer la méthode retenue, encore sur plusieurs échelles spatiales et suivant une approche participative qui nous permet de prendre en compte, par exemple, les préoccupations et les besoins des secteurs qui sont concernés. Pour l'approche méthodologique, et dans un premier temps, on a réalisé la revue de littérature. Ben, je vais vous épargner des détails sur la revue de littérature. Et, ben, en fait, vous pouvez consulter un article qu'on a publié dans la revue Cambridge Prisms Water qui présente l'ensemble des résultats et l'approche méthodologique aussi qu'on a développée pour réaliser la revue de littérature. Mais ce que je voulais attirer votre attention dessus, c'est surtout la composition de la méthode qu'on a proposée. Ben, avec la revue de littérature, on a proposé une méthode et à trois composantes, donc l'intelligence computationnelle ou l'intelligence artificielle. Et une autre composante, c'est la dynamique des systèmes qui permet de prendre en compte, par exemple, les rétroactions entre les secteurs et les facteurs. Et puis, ben, comme on va faire des projections sur le long terme, ben, c'est bon de procéder par des scénarios. Et on propose de faire des scénarios probabilistes parce que, ben, comme on va faire des projections à long terme, ben, les résultats vont avoir beaucoup d'incertitudes. Donc, les scénarios probabilistes permettent de prendre en compte, par exemple, des analyses, de faire des analyses de sensibilité sur les paramètres. En fait, ici, là, je vous présente comme un résumé des étapes qu'on a réalisées pour aller développer et évaluer la méthode. Donc, dans un premier temps, on a réalisé un sondage sur la perception de l'eau au niveau du bassin versant et pilote qu'on a considéré que c'est les bassins de la rivière Nicolet. Puis, avec ces informations,
qui proviennent du sondage, ben, on a réalisé un atelier de co-création pour aller développer des récits sur le développement futur des besoins en eau au niveau du bassin versant. Et ces scénarios-là, ben, une fois les a développés au niveau de l'atelier, ben, on essaie de les standardiser en un certain sens. Et c'est là qu'on va les associer avec ce qu'on appelle les trajectoires socio-économiques partagées, ben, je vais les présenter un peu plus tard. Et avec ces trajectoires socio-économiques partagées, qui sont des trajectoires standardisées à l'échelle nationale, ben, on va aussi associer des scénarios de développement et démographique. Et une fois qu'on a ce cadre-là, ben, on est capable d'aller développer et évaluer la méthode. Donc, je vais détailler chacune de ces étapes-là rapidement et dans les prochaines diapos. Pour les sondages, donc les sondages pré-atelier étaient destinés aux acteurs à l'échelle du bassin versant et de la rivière Nicolet, comme je l'ai dit. Et puis, on avait eu les soutiens du Copernic pour réaliser les sondages et l'atelier. Mais ici, je présente un résumé du profil des participants. Et puis, l'idée du sondage, c'était surtout de faire ressortir des facteurs qui sont les plus incertains ou les plus déterminants de la demande en eau. Et dans les sondages, ben, il y avait quatre facteurs qui sont sortis comme les plus déterminants. C'était les développements technologiques, l'urbanisation, les politiques gouvernementales et les changements climatiques. Mais qu'est-ce qu'on allait faire avec ces quatre facteurs? Bien, ces quatre facteurs, on les a utilisés dans dans la réalisation et dans l'organisation de notre atelier. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, au départ, on a rassemblé des acteurs de l'eau et du bassin versant à Victoriaville le 26 février 2025. Puis, la première étape, c'était que les participants ils vont voter sur deux des quatre facteurs qui ont sorti dans les sondages. Et l'idée, c'est d'utiliser ces deux facteurs-là pour alimenter un cadre de travail et qu'on appelle la matrice 2 par 2 que vous voyez ici là. C'est une matrice c'est les deux facteurs qui vont servir d'axe et puis on va déterminer les extrêmes pour les deux facteurs qui ont été votés. Puis ça nous permet d'aller développer quatre scénarios. Donc, au cours de l'atelier, ben, il y avait les politiques gouvernementales et les changements climatiques qui ont été votés comme les facteurs les plus incertains. Et puis, ben, ils ont été utilisés pour alimenter le reste de la discussion pendant l'atelier. Donc, ici, ce cadre-là présente les valeurs extrêmes pour les deux facteurs. Ben, on a politique permissive et puis politique contraignante. Puis, de l'autre côté, on a variation faible des températures et variation extrême des températures. Donc, avec le nombre de participants qu'on avait pendant l'atelier, ben, on n'a pas pu réaliser les quatre scénarios suivant la méthode bien sûr, les cadres et des instituts de critique. Et on a pu réaliser trois. Donc, le premier scénario, ben, les participants l'ont nommé les lunettes roses. Ben, c'est comme une sorte de continuité des conditions actuelles. Ben, il est caractérisé par des changements climatiques faibles et combiné aux politiques gouvernementales permissives. Ici, je vais vous épargner des détails sur les récits et les descriptions qu'on a élaborées. Mais plus tard, vous aurez accès à ces informations, par exemple, dans les rapports finaux qui va être publié, et puis surtout, et aussi dans dans l'article qui est en préparation. Et pour le scénario 3, donc cadre 3 du cadre que j'ai présenté tantôt, donc les participants l'ont nommé la dictature écologique et c'est caractérisé par des changements climatiques extrêmes et des politiques gouvernementales qui sont contraignantes. Le troisième scénario, ben, on l'appelle, c'est le numéro 4, quatrième cadre. Donc, c'était nommé un peu plus haut, un peu plus loin. Et puis, c'est caractérisé par des politiques gouvernementales permissives et des changements climatiques extrêmes.
Donc, l'exercice qu'on a fait aussi, et pour aller standardiser nos scénarios, ben, on les a associés, on a associé chacun de ces scénarios avec ce qu'on appelle les trajectoires socio-économiques partagées. Eh bien, les trajectoires socio-économiques partagées, ce sont des trajectoires normalisées des développements des sociétés humaines jusqu'à 2100. Mais c'est à l'échelle c'est à l'échelle nationale. Ben, nous, et puisqu'on développe des scénarios à l'échelle municipale et bassin versant, ben, on crée ce qu'on appelle une extension de ces scénarios et globaux, disons. Maintenant, je vais passer la parole à Lou pour la suite de la présentation. Très bien. Merci beaucoup. Donc là, d'un point de vue concret, donc je vais vous présenter l'approche méthodologique, c'est-à-dire de façon opérationnelle. C'est une approche au fait qui est subdivisée en 7 étapes. Donc ça va aller de l'acquisition, les 3 premières étapes, ça va être l'acquisition des données, la détection des seuils. Donc pour zoomer. Alors, donc là, la première étape, ça va être l'acquisition des données. Donc, en termes de données, on a 3 grands groupes. On va avoir la consommation d'eau. Donc, ce sont les volumes mensuels pour la période allant de 2012 à 2024, issus de la base de données des grands préleveurs. Donc, après, pour les données météorologiques, donc pour tout ce qui est température, on va avoir les températures journalières, donc pour la même période de 2012 à 2024, donc issues des réanalyses CASIA, donc la version 3.2 qui a été publiée récemment. Euh, pour les données démographiques, ça va être les populations estimées par l'ISQ, donc pour la même période 2012-2024, et les populations projetées aussi, donc toujours selon projetées par l'ISQ. Donc, une fois qu'on a ces les données, la deuxième étape, ça va être la préparation et l'exploration. Donc, ça va être vraiment d'aller voir, au fait, c'est un type de contrôle de qualité, donc les données manquantes, donc la cohérence entre les données et la détection possible d'anomalies. Une fois que cette étape a été réalisée, on va passer à l'agrégation. Pourquoi l'agrégation mensuelle? Parce que les données de consommation qu'on a sont au mensuel. Donc, il faut agréger les températures au mensuel aussi. Donc, ici aussi, on va essayer, ben, après, une fois que cela a été fait, on va passer à la troisième étape, qui est la détection du seuil thermique, parce que là, ce qu'on va aller essayer de regarder, c'est la relation température-consommation. Donc, on va essayer, à partir d'une régression, essayer de déterminer s'il existe un seuil à partir duquel la consommation d'eau devient sensible. Donc, un seuil de température à partir duquel la consommation d'eau devient sensible. Pour cela, on va adopter une régression segmentée. Donc, ça va être un modèle à un seul point de rupture. Donc, ici, il va aussi s'agir de déterminer si euh, la relation, en fait, si la consommation d'eau, elle est influencée uniquement par la température ou par la température et la précipitation. Donc, c'est les deux variables climatiques qu'on a essayé de considérer. Et à travers cette régression segmentée, on va essayer d'avoir des tests diagnostiques. Donc, une fois que ce seuil a été détecté, on va d'abord s'assurer que c'est un test qui est significatif. Donc, on va essayer d'avoir un indice de confiance sur le seuil détecté. Donc, ensuite, euh, parfait. Donc là, après, ça va être je vais juste zoomer. Donc, la quatrième étape, une fois qu'on a déterminé ce seuil, ça va être de faire une calibration. Donc, on va essayer de calibrer l'élasticité. Donc, l'élasticité, c'est justement le nombre de litres d'eau supplémentaires par augmentation d'1 degré Celsius ou d'1 millimètre de précipitation. Donc là, cela, on va l'appliquer juste uniquement pour les mois où la température est supérieure au seuil qu'on a détecté dans la phase 3. Donc pour cela, on va regrouper la température en intervalle de 5 degrés. Pourquoi? Parce que, on a un nombre limité de données de 2012 à 2024. Donc on a décidé de procéder on a décidé de faire passer la régression sur les médianes pour justement éviter tout ce qui est, puisqu'on ne peut pas se permettre
de supprimer certaines données. Donc, on a décidé de tout garder, mais de considérer la médiane pour éviter tout ce qui est valeur aberrante. Donc, là, on peut voir l'élasticité finalement calibrée, ça va être cette équation. Donc, ça va être bêta, qui va être le coefficient divisé par la consommation moyenne de la zone multiplié par 100. Donc, une fois qu'on a calibré l'élasticité, je précise que l'élasticité est calibrée une seule fois sur la période 2012-2024. On va passer à la cinquième étape qui est la projection future. En fait, donc là, on va insérer les modèles climatiques. Donc, en termes de modèles climatiques, on a 15 modèles climatiques sous deux scénarios d'émission. Donc, les scénarios SSP 2.4.5 et SSP 3.70. Donc, les horizons d'analyse, on en a, on a deux échelles spatiales, on travaille au niveau de l'échelle municipale et aussi au niveau de l'échelle de la MRC. Donc, au niveau de l'échelle municipale, on a les horizons 2030-2041 avec des pentes de 2016-2045, c'est-à-dire 30 ans. Et pour le 2041, ça va être 2027-2056. Les horizons 2056 et 2071, au fait, ils sont réservés pour la MRC. Pourquoi? C'est parce qu'au niveau des scénarios de projection démographique, euh, pour les municipalités, nos scénarios s'arrêtent à 2041, mais pour la MRC, on a des scénarios qui vont jusqu'à 2071. Donc, une fois que cela est fait, on va essayer de déterminer l'anomalie de température mensuelle, parce que là, comme je l'ai dit tantôt, on travaille au mensuel parce que les données de consommation qu'on a en notre possession sont à l'échelle mensuelle. Donc là, ça va être de déterminer l'anomalie de température mensuelle. Donc, ça va juste être la température future du mois, moins la température de référence. Donc, nous, comme référence, on a choisi la période 1981 à 2010. Donc, euh, on va passer à la sixième étape qui est le calcul de la demande. Donc là, ce qu'on a fait, c'est on va partir de l'équation de base, donc qui va être la consommation médiane mensuelle, donc en litres par personne par mois, fois la population future. Donc, la population future, c'est elle qui va provenir justement des projections de l'ISQ. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'ajouter la composante climatique. Donc, la composante climatique, ça va être juste la demande de base multipliée par l'élasticité fois l'anomalie de température divisée par 100. Donc, et ça, avec une condition, c'est si la température future est supérieure au seuil qu'on a détecté à l'étape 3. Donc finalement, la demande en eau projetée, ça va être la demande de base plus l'apport ou la composante climatique. Donc si la température future est supérieure au seuil détecté, donc ça va être l'équation que j'ai présentée tantôt, donc ça va être la demande de base multipliée par 1 plus l'élasticité fois l'anomalie de température sur 100. Sinon, la demande, ça va juste être, elle va juste être équivalente à la demande de base. OK. Euh, la dernière étape, ça va être vraiment de quantifier les incertitudes parce que là, on a utilisé plusieurs modèles climatiques. Donc, il y a la dispersion inter-modèle climatique qui va se constituer une source d'incertitude. Une deuxième source d'incertitude, c'est la façon dont on a fait les projections. Donc, on a utilisé un bootstrap. Donc, ça veut dire c'est un échantillonnage. C'est un échantillonnage avec tirage, avec remise. Donc, avec 1000 itérations. Une troisième source d'incertitude, ça va être les projections démographiques. On en a obtenu trois de l'ISQ. Donc, ça va être les scénarios faibles, référence et forts. Donc, en termes de sortie, on s'attend à une décomposition climat-démographie et aussi à la variation totale. Alors, bien, là, la prochaine étape, je vais commencer à vous parler des résultats. Mais avant de vous parler des résultats, on voulait ici vous présenter la zone d'étude à proprement dit. Donc là, c'est la limite en rouge, ça va être le bassin versant de la Nicolet. Donc notre première municipalité d'étude, ça va être Nicolet, ici, qu'on peut voir là dans le cadran gauche. La deuxième, ça va être la municipalité de Victoriaville. Donc, et à une échelle spatiale un peu plus grande, ça va être la MRC d'Arthabasca.
Alors, bien. Donc là, on va commencer avec les résultats. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, on a essayé de voir la relation température-consommation. La relation température-consommation, la première des choses qu'on a, on a essayé de vérifier l'hypothèse, est-ce que cette consommation, elle est influencée par la température uniquement ou par la température et la précipitation. Donc, ce qu'on a fait, c'est une analyse de variance. Donc, on a testé trois modèles différents. Le premier, ça va être le modèle où la consommation n'est influencée que par la température. Le deuxième modèle, c'est une interaction température par précipitation. Et le troisième modèle, ça va être juste un effet additif, donc température plus précipitation. Donc, comment on a fait? On a établi un critère. Donc, voilà, pour déterminer quel est le modèle le plus propice. Donc, on a établi un critère. Donc, avec l'analyse d'ANOVA, c'est une ANOVA qu'on a fait. Donc, on va déterminer si le p-value est inférieur à 0,05. Si le delta AIC, sur les trois modèles, il est supérieur à 2. Et si le delta BIC aussi, le delta IC et le delta BIC sont supérieurs à 2 et le delta R carré est supérieur à 0, alors là, on peut dire que le modèle est mieux que l'autre. Donc là, comme on peut le voir ici, dans 100% des cas, que ce soit pour la municipalité de Nicolet ou la municipalité de Victoriaville, là, c'est le modèle à température seule qui explique le mieux la consommation. Donc, voilà. Le même exercice a été réalisé pour la MRC et ça va être toujours la même chose. C'est la température seule qui explique. Je précise qu'on est à l'échelle mensuelle. Donc, ça va être la température seule qui explique le mieux la consommation. Alors, une fois qu'on a réalisé cette analyse-là, donc on va aller avec le modèle avec température seule. Là, justement, comme je vous l'ai dit, on va déterminer le seuil de rupture. Donc, ça va être le seuil à partir duquel la consommation d'eau varie de façon plus rapide. Donc, là, la première figure que je vais vous présenter, c'est une figure de régression segmentée. Donc, en abscisse, on va avoir les températures mensuelles moyennes. Donc, en ordonnée, on va avoir le volume total mensuel en millions de litres. Et chaque petit point, que ce soit bleu ou rouge, ça va être les consommations mensuelles issues de la base des données des grands préleveurs. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un package sur R qui s'appelle Segmented Regression. Donc, ça permet d'appliquer la régression segmentée. Et là, comme on peut le voir, il a détecté un seuil. On peut le voir ici euh, la droite en pointillé foncé vert. Donc, il a détecté un seuil pour la ville de Nicolet, la municipalité de Nicolet, il a détecté un seuil de 4,70 degrés Celsius. Donc, on est à l'échelle mensuelle. Donc, avec un indice de confiance de 95%. Donc, ça va être les deux droites en pointillé vert, mais moins foncé. Donc, entre 3 qui se situe entre 3,70 degrés Celsius et 5,70. Donc, il y a aussi le test de Davis dont je vous parlais tantôt, qui est très significatif avec 0,0029. Donc, ça va être un peu ça. Et pour chacune, ben, là, on a décidé de séparer ça en deux zones. Et on peut voir que ici, la zone avant le seuil, la relation, la régression linéaire, elle est assez, quand même, la pente, elle est assez stable. Et juste après ce seuil, on voit que ça augmente beaucoup plus rapidement. Donc, ça, c'est pour Nicolet. Euh, Bien, parfait. Donc, le même graphique a été réalisé pour Victoriaville. Pour Victoriaville, on a détecté un seuil qui est autour de 2,89 degrés Celsius, avec un intervalle de confiance qui se situe entre 1,89 et 3,89 degrés Celsius. Donc là, le test de Davis, il est encore beaucoup plus significatif, donc il est pratiquement nul. Donc, et là, ça va être le même constat.
On peut, ici, pour Nicolas, on peut même voir qu'avant la détection du seuil, c'est comme si la droite de régression tendait même à décroître et juste après le seuil détecté, elle croît de façon plus rapide. Alors, ensuite, on va passer au seuil détecté pour la MRC. Donc, pour la MRC, on a détecté un seuil de 2,17 degrés Celsius et avec un intervalle de confiance qui se situe entre 1,17 et 3,17 degrés. Donc, le test de Davis aussi, il est très significatif. Donc, ça va être toujours le même constat, juste à partir du seuil détecté. Donc, on a une augmentation, on a une droite de régression qui augmente plus rapidement. Une fois qu'on a, juste une fois qu'on a détecté les seuils, on a calibré l'élasticité, comme je l'ai dit tantôt. Donc là, c'est juste un petit résumé. On peut voir que pour Nicolet, on a détecté un seuil à 4,70 degrés Celsius. Pour Victoriaville, c'est 2,89 et pour la MRC, c'est 2,17. Donc ici, on a les intervalles de confiance. Et après, on a les pentes des droites de régression que je vous ai montré tantôt. Donc, pour Victoriaville, pour Nicolet, ça va être 1,95 litres par degré Celsius, millions de litres par degré Celsius, excusez-moi. Pour Victoriaville, ça va être 7,07 millions de litres par degré Celsius et pour la MRC, ça va être 9,9 millions de litres par degré Celsius. Donc, en termes d'élasticité, qu'est-ce qu'on a? C'est que on a, euh, pour Nicolet, on a 1,21 degré Celsius, 1,21% d'augmentation par degré Celsius de plus. C'est ce que ça veut dire. Pour Victoriaville, on aura 0,94% euh, d'augmentation par degré Celsius de plus. Et pour la MRC, ça va être 1,06. Et là, on a les R carrés. Donc là, on peut voir que les élasticités sont quand même ils sont quand même compris dans une même fourchette. Donc entre, on dit aux alentours de 1,5. Alors, donc là, je vais juste revenir. Une fois qu'on a l'élasticité, on est passé à la projection de la demande en eau en tant que telle. Donc, on va vous présenter les résultats. Donc, ça va être ici, les premiers résultats qu'on va présenter, c'est les projections de la demande en eau sous le scénario de 4,5 pour Nicolet et Victoriaville. Ensuite, je vais passer au scénario 3,70 et je vais passer à la MRC. Donc, je vais expliquer ce graphique. Donc là, en abscisse, on va avoir les mois. Comme je vous l'ai dit, on est à l'échelle mensuelle. Donc, on va avoir les mois de janvier jusqu'à décembre. En ordonnée, on va avoir le volume mensuel en milliers de mètres cubes. Et les trois barres bleues que vous allez voir au niveau de chaque mois, ça va correspondre au scénario démographique de l'ISQ. Donc, ça va être le scénario de référence, le scénario de référence, le scénario faible et le scénario fort. Donc, ensuite, toujours sur les mêmes barres, mais là, vous allez avoir ce petit ajout en orange. Donc là, c'est la part attribuable possiblement au changement climatique. Ensuite, là, on va avoir des petits carrés, des petites barres encore un peu plus petites, mais en noir. Ça va juste être la dispersion intermodèle. Donc là, c'est les incertitudes dont je vous parlais. Donc, c'est la dispersion intermodèle climatique, donc entre le 25e et le 75e percentile. Et les boîtes à moustaches orange, ça va être l'incertitude liée à la projection bootstrap. Donc, ici, comme on peut le voir, là, les mois de janvier, février, mars et novembre, décembre, on n'a rien. On a juste l'incertitude liée au bootstrap. Pourquoi? Parce que justement, la température ne dépasse pas le seuil détecté. Donc, il y a pas d'ajout climatique. À partir du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, on va avoir justement ce petit ajout que vous voyez ici. Et là, on va avoir des chiffres d'AX. Donc là, c'est la part attribuable possiblement au changement climatique. Donc, on peut avoir que pour le mois d'avril, on a une augmentation de 2%. Pour le mois de mars, ça va être 1% pour les deux premiers scénarios et 2% pour le scénario fort. Et ça va être ensuite 2% pour tous les mois. OK.
Alors, ça, c'est Nicolet pour le scénario de 4.5 et c'est à l'horizon 2030. Ensuite, si on passe toujours pour Nicolet, mais cette fois-ci à l'horizon 2041, donc on peut voir que ici déjà, à partir ça va toujours être la même chose, les mois de janvier à mars, de novembre et novembre-décembre, donc ils sont toujours inférieurs au seuil de température, donc il n'y a aucun ajout qui se fait. Mais là, on peut voir déjà que à l'horizon 2041, on a une augmentation ici. À l'horizon 2030, on était à 2% pour le mois d'avril. Là, on est à 3%. Et on passe à 2% pour le reste de tous les mois jusqu'au mois d'octobre. Donc là, c'était pour la ville de Nicolet. On va passer à la ville de Victoriaville. Donc ça va être sur le scénario SSP 4.5, l'horizon 2030. Donc ça va être à peu près la même configuration. Donc toujours les mêmes mois qui sont en dessous de la température, en dessous du seuil détecté. Et pour cette fois-ci, au niveau de Victoriaville, on a le mois d'avril avec une augmentation d'à peu près 2%. Et tout le reste des mois, ça va être 1% d'augmentation. À l'horizon 2041, ça a augmenté, pas autant qu'à Nicolet, mais ça a augmenté quand même. Donc le mois d'avril reste à 2% et on a les autres mois qui augmentent aussi jusqu'à 2%. Alors, ça, c'était le scénario 4.5. Donc, on a vu que ça augmente euh, en fonction. Et là, on va passer au scénario 3.7.0 pour Nicolet et Victoriaville quand même. Donc, ici, le constat, il est un peu le même. On va avoir l'impression que la figure se répète. Donc, pourtant, on a changé de scénario. Pourquoi? C'est parce que, en fait, les anomalies climatiques entre les scénarios de 4.5 et 3.70 pour les horizons 2030 et 2041 ne sont pas, il n'y a pas une grande différence. Donc là, on va observer à peu près les mêmes résultats. Donc, pour les mois d'avril jusqu'à septembre, on va avoir des augmentations d'environ 2%. Et pour le mois d'octobre, ça va être juste 1%. Et à l'horizon 2041, qu'est-ce qu'on aura? Ça va être à peu près la même chose aussi que l'horizon 2041 sous le scénario de 85. Ça va être 3% en avril et 2% pour tout le reste des mois jusqu'au mois d'octobre. Euh, pour Victoriaville, pour Victoriaville, ça va être à peu près la même chose, comme je l'ai dit tantôt. Donc 2% pour avril et 1% pour le reste des mois. À l'horizon 2041, ça va juste être une augmentation de 2% pour tous les mois, donc avril à octobre. Ensuite, je vais passer maintenant au résultat de la MRC. Donc là, c'est au niveau de la MRC qu'on commence, au niveau de la MRC, comme je l'ai dit tantôt, on est allé jusqu'à l'horizon 2071. Donc là, on commence vraiment à avoir des différences notables. Donc là, d'abord, ici, ça va être le même graphique. Mais la première chose qui nous frappe, ça va être vraiment la différence par exemple au niveau des scénarios démographiques. Donc, on remarque que le passage, en fait, d'un scénario démographique faible à un scénario démographique fort produit une plus grande variation que euh, l'apport du changement climatique. Donc là, ça va être toujours la même chose à l'horizon 2030. Donc, les mois qui dépassent le seuil, c'est avril jusqu'à octobre. Donc, on a une augmentation de 2% pour avril, 1%, 2%. Donc, ça varie vraiment en fonction des mois. Donc, les mois de mars et juin sont à 1% alors que les autres sont à 2% d'augmentation. Pour l'horizon 2041, je précise qu'on est sur le scénario de 4.5. Donc, on a une augmentation de 2%, une augmentation de 2%. Et là, déjà, euh, quand on passe à l'horizon 2056, donc un résultat, ici, on peut voir qu'on a non seulement une augmentation, on a non seulement une augmentation de la part attribuée au changement climatique, donc là, 3% pour le mois d'avril, mais aussi, tantôt que pour les municipalités, jusqu'à l'horizon 2041, les mois s'arrêtaient, c'était de avril, c'était juste les mois de avril à octobre qui dépassaient le seuil. Et là,
pour l'horizon 2056, au niveau de la MRC, on a le mois de novembre qui s'est ajouté. Et on a une augmentation d'environ 3 degrés, 3% plutôt, toujours sur le scénario de 4,5. Maintenant, si on passe à l'horizon 2071, donc on aura une augmentation encore plus poussée. Donc, le mois d'avril va passer à une augmentation d'environ 4%. Et le reste des mois, ça va être au niveau de 3%. Et on aura toujours ce mois de novembre qui est à 3%. Si on passe au scénario 3,7.0, donc ça va être à peu près la même chose. C'est juste que je vais aller directement à l'horizon 2056. On peut voir toujours la même chose. Donc là, on a une augmentation de 3%, plus que l'horizon 2056 sous le scénario de 4,5. Donc on aura toujours le même nombre de mois. Donc ça va être avril jusqu'à novembre. Alors que à l'horizon 2041, pour les municipalités, on s'arrêtait juste au mois d'octobre. Donc, là, au mois, genre sur le scénario 3,70 pour la MRC, donc on peut atteindre jusqu'à 4% pour le mois de novembre. Alors que sur le scénario de 4,5, il était juste à 3%. Alors, tout ça. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce que je viens de dire? Donc, d'abord, la démographie, elle domine largement. Donc, le passage du scénario démographique faible au scénario fort atteint 14% en 2041 pour les municipalités et jusqu'à 63% en 2071 pour la MRC. Donc, le signal climatique, il est modéré, mais il est croissant. Donc, plus 1 à plus 3% pour les municipalités et jusqu'à 4% pour la MRC. Un résultat aussi, c'est l'allongement d'un mois à partir des résultats de 2056 pour la MRC. Pour les municipalités, donc seuls les mois d'avril à octobre présentent un effet climatique, alors qu'à l'horizon 2056, le mois de novembre s'est ajouté au niveau de la MRC. Alors, pour les résultats à venir, donc tout ceci, on a écrit, ben, il y a un article qui est en cours, ben, qui est presque soumis. Il a été terminé, il ne reste plus que la soumission. Donc, ça va être Projection of Municipal Water Demand Using Temperature Threshold and Semipsis Climate Model. Donc, ça va être soumis très bientôt. Et alors, ok, bah alors, donc là, tout ceci, l'un des livrables, c'était aussi de constituer une base de données, c'est-à-dire à partir des données qu'on a recueillies, c'était de constituer une base de données. Et à partir de cette base de données, on s'est dit, OK, pourquoi ne pas faire un outil de cartographie web? Donc là, c'est juste pour vous donner un aperçu. Donc, c'est juste un prototype de l'outil web qu'on peut voir ici. Donc là, comme c'est un prototype, la MRC n'a pas encore été ajoutée, mais là, ça va être les villes de Nicolet et Victoriaville. On peut voir là les données. Si, par exemple, là, les données, on applique et on va générer des graphiques. Par exemple, là, ça va être les anomalies climatiques dont je parlais pour les SSP de 4,5. On peut voir aussi les anomalies de température, les anomalies de précipitation. Donc, tout ceci a été réalisé à partir de la base de données qu'on a réalisée. Donc, on a essayé, on a transformé ça en outil web. Et donc, au niveau de la projection aussi, on peut sélectionner une ville, choisir l'horizon, selon le scénario qu'on veut. On va calculer les projections. Et puis là, on va avoir les résultats, comme ce que j'ai montré tantôt dans la présentation. Donc, pour l'instant, ce n'est qu'un prototype. Il n'est pas encore terminé. Il y a encore des ajustements à faire. Donc, ça va être un peu ça. C'est juste que c'est un outil de cartographie. Il est encore plus interactif qu'une carte ou un code. Donc, ouais, ça va être là. On va voir les statistiques et tout ça. Alors, très bien. Parfait. OK. Ben oui, en fait, comme j'ai Voilà. mentionné dès le départ, ben, Excusez-moi. et le projet a été réalisé et avec le soutien de plusieurs collaborateurs. Et il s'agit, ben, vous avez déjà vu Allo Tankari Saïd, un collaborateur sur le projet, c'était Alain Rousseau, qui est professeur titulaire à l'INRS.
Puis il y a Philippe Taboury qui est professeur adjoint en UQAR. Et il y a Silvio Guimard qui est professeur titulaire à l'Université Laval. Et on avait aussi Harry et Jefferson Chéri qui est étudiant au doctorat à l'UQAR qui a servi de stagiaire dans l'équipe. Et puis bien évidemment, c'était moi. Donc je vous remercie pour votre écoute. Donc je pense bon, c'est le moment de prendre les questions. Ouais, tout à fait. Merci pour la présentation. Effectivement, pour les personnes qui le souhaitent, qui sont en ligne, vous pouvez mettre vos questions dans le chat. Je vais les prendre. Et puis Adèle, je te passerai peut-être la première la question pour voir s'il y a une question dans la salle et ensuite je passerai aux questions en ligne. Merci Anne. Alors, j'ai Hélène qui a une question. Bonjour, merci pour la présentation. Euh, Moi, c'est peut-être plus un commentaire. Ce qui a attiré mon attention dans les résultats, c'est les hausses de demande sont vraiment corrélées avec la saison de croissance. C'est le seuil de 4,7 degrés là, qui m'a mis la puce à l'oreille pour Nicolette, quoique pour les autres, c'est un peu plus bas. Puis, puis aussi, l'ajout du mois de novembre aussi au niveau de la MRC, ça correspond vraiment aux projections d'allongement de la saison de croissance. Ça fait que je ne sais pas si c'était peut-être c'est ressorti, peut-être dans les consultations au début, mais à quel point l'augmentation de la démographie et cette augmentation de population-là, comment ça se traduit par sur l'occupation du territoire? J'ai l'impression que c'est peut-être ça qui va peut-être ultimement jouer un peu plus sur comment cette demande-là va se manifester. Fait que je ne sais pas, est-ce que c'est ressorti dans les préoccupations là, dans vos consultations? En fait, non. Et pour tout ce qui est de la distribution spatiale de la population, et ben, dans un premier temps, on a essayé de faire l'exercice et parce qu'on voulait voir comment la quantité projetée de la consommation en eau pourrait se répartir. Mais c'était un peu trop complexe parce que ben, les données qu'on avait souhaité utiliser, ben, il y avait des défis techniques à les utiliser. Donc, pour dire que ben, on a juste calculé une valeur et par année, mais on n'a pas pu distribuer cette valeur-là en fait, spatialement. Merci. Mhm. Euh, Merci. J'ai une question j'ai deux questions en fait qui portent sur les données qui sont utilisées et je pense que c'est surtout sur l'approche qui a été faite de travailler à l'échelle mensuelle. Ok. Donc je vais les prendre et puis après je vais en ajouter une. Le seuil de température est-il par rapport à la température moyenne mensuelle? Le volume mensuel total de consommation en eau que vous avez utilisé est-il obtenu directement à la source, compteur client, ICI ou résidentiel? D'où viennent ces données de consommation? Puis moi, j'ajouterais à ces questions plus précises, c'est pourquoi nous expliquer pourquoi vous avez choisi une approche mensuelle, quelles ont été les raisons pour lesquelles vous avez pris une approche mensuelle, considérant qu'éventuellement, est-ce que la consommation pourrait être liée à des journées de pic de chaleur, par exemple, et quelque chose qu'on ne peut pas capter à travers une approche mensuelle. Donc voilà, je vous passe la Ouais, parole. bien sûr. Ben, je pense que je pourrais répondre à la deuxième question avant, et sur la provenance des données de consommation. Et on l'a souligné que ces données proviennent de la base de données des grands préleveurs publiée par le ministère de l'Environnement. Ben, c'est des données mensuelles et sur les prélèvements des entités, par exemple. Et c'est réparti suivant les secteurs, par exemple, agricole, résidentiel ou municipal, etc. Donc là, c'est une contrainte technique qu'on avait. Donc, on a accès qu'à des données mensuelles. Et puis, l'idée aussi, c'était que ben, la méthode puisse être réalisée avec des données publiques. Donc, c'est comme ces deux contraintes-là qui ont orienté le choix.
Et puis, ben, pourquoi une approche mensuelle? Ben, je pense que la contrainte, la contrainte qu'on avait ben, répond encore assez à cette question. Donc, il y avait l'autre question, c'était est-ce que le seuil détecté dépend de la température moyenne mensuelle? Oui. Si tu peux répondre à cette question. La question, c'est le seuil de température est-il établi par rapport à la température moyenne mensuelle? Je comprends que oui. Oui, 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 bien sûr, c'est Puisque établi toute par l'approche rapport est à... mensuelle. Oui, toute l'approche émotionnelle. Ok. Et après, il y a une petite sous-question. Je pense que c'était concernant Anne, c'était concernant dans la question que Anne avait posée, elle avait parlé de s'il y avait oui des journées. Des journées Ah où il y oui, a Ça, des ah oui. températures très élevées qui pourraient avoir un impact sur la consommation pendant des périodes de pic qu'on capte pas avec l'approche mensuelle. Ben, ok, ben, à cette question, je répondrai que notre méthode, elle est flexible. Donc, en fait, on l'a testé avec les données qui sont disponibles, mais s'il y a d'autres données avec une échelle spatiale plus fine ou une échelle temporelle plus fine, donc c'est possible d'évaluer aussi. ouais, Mais Merci. on n'a pas fait cet exercice parce qu'on n'avait pas accès à ces données. des données Mhm. journalières. En fait, si la consommation était, par exemple, des consommations journalières, par exemple, on aurait pu faire cet exercice. Ok. Puis nous, on visait l'échelle temporelle la plus fine. Ben, c'est, avec les contraintes que j'ai mentionnées tantôt, ben, c'était l'échelle temporelle mensuelle qu'on a pu faire. Merci. Puis Mhm. est-ce que une autre question en ligne, avez-vous réfléchi aux raisons concrètes qui pourraient expliquer les seuils de relation température-consommation dans les municipalités et pourquoi ils sont différents entre les territoires? Tu peux commencer. Oui, oui, oui. Ben, au fait, déjà, on a un seuil qui est de 4,70 au niveau de Nicolet et de 2,89 au niveau de Victoriaville. Alors, justement, c'est quelque chose qui nous a attirés. D'abord, on est arrivé à la conclusion que les seuils n'étaient pas homogènes. Ça va vraiment dépendre de la municipalité, ou je veux dire de l'entité étudiée. Ça va dépendre des caractéristiques socio-économiques et tout. Mais à Nicolet, principalement, ce qu'on avait remarqué, c'est que c'était au niveau de la population. Donc, au niveau de la croissance de la population, à un moment, pour la période la période sur laquelle on a travaillé, 2012 à 2024, à un moment, la croissance de la population, en fait, la population décroît et puis après, elle croît de façon exponentielle. Je pense que cette interaction-là a eu une incidence sur la détection du seuil. Ben, ça a été, en tout cas, on a essayé d'investiguer et puis il y a plus euh, il y a plus d'éléments de réponse dans le rapport qu'on a produit. Hmm. Qui sera disponible d'ici l'été, parce que là, il y a des Ben, petits ajustements donc, C'est qu'on ça. attend pour le 1er juin, donc il sera disponible en ligne. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle, Adèle? On te voit plus, on t'entend plus. Excuse-moi. Non, il n'y a pas d'autres questions dans la Bon. salle. Moi, j'en ai peut-être une, parce qu'on a un petit peu le temps. D'abord, comment se comparent vos résultats avec les quelques autres études qui ont été faites au Québec pour regarder l'impact des changements climatiques sur la consommation d'eau municipale? Je pense notamment aux travaux de Marie-Belle Ashkar, mais c'est pas oui. la seule. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, puis du coup, comment ça se compare par rapport à ça? Mhm. Ben, je peux rapidement répondre à cette question. Ben, en fait, on a fait deux comparaisons. Donc, comparaison avec les études qui sont faites au Québec et puis les résultats dans la littérature. Ben, en fait, les résultats qu'on a produits, ben, ils s'alignent, puis, en fait, ils sont en harmonie avec les résultats de Maribel, par exemple, et sur les taux de croissance, et, et, en fait, qui est influencé par le climat. Et puis, ben, dans la littérature, ben, je dirais l'intervalle de 2%, c'est ça qu'on a aussi repéré dans la littérature.
Donc, on est plus ou moins dans le même intervalle qu'on a repéré dans la littérature. Sauf que ben, pour certains des horizons, ben, on va jusqu'à 4%. Ben, je pense que ça fait pas une différence significative par rapport à ce qu'il y a dans la littérature. Et comme elle, vous montrez que qui est le facteur important pour la consommation d'eau municipale, c'est la C'est population, la population. qui est prédominante. Mhm. Et- Une dernière question, puis après, Mhm. c'est vraiment par rapport à l'outil que vous nous avez montré. Mhm. C'est quoi votre objectif avec cet outil? C'est de le rendre public, c'est de le rendre disponible pour le ministère. C'est quoi est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à cet outil-là? OK. Ben, en fait, on veut faire deux choses, mais ça va dépendre aussi du ministère et Oranos. En fait, cet outil, je pense qu'il serait utile non seulement au ministère, mais aussi à d'autres entités, par exemple, et les OBV, par exemple. Donc, on est intéressé à le développer pour le mettre, l'héberger et puis le mettre à la disposition du ministère et d'autres entités qui seraient intéressées. Sauf que ben, il y a des contraintes techniques qu'on fait face encore, par exemple, et surtout avec les puissances de calcul qu'on a besoin. Et par exemple, beaucoup de nos calculs sont faits sur la plateforme Pavix. Donc, ça requiert ben, une bonne ressource informatique pour les rendre publics. Ben, on réfléchit encore dessus et puis je pense qu'on pourrait communiquer une réponse plus exacte un peu plus tard. Ok. Mhm. Puis je Mais pense à la qu'on base, va on peut-être veut aussi que ça avoir une soit utile discussion. à tout le monde. Il faudra aussi se poser la question sur la propriété des informations. Je ne sais pas s'il y a des enjeux. Donc, parfait. Ben, écoutez, moi, Mhm. s'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, je pense qu'on va finir ici le webinaire. Merci à vous deux. Merci aux gens qui ont participé en ligne. Je vous rappelle qu'il y a un autre webinaire à 11 heures. Donc, il faut se déconnecter de celui-ci pour aller vous connecter avec l'autre lien pour le webinaire qui commence à 11 heures. Et merci à Paul et à Lou. Bonne Merci. Merci à journée. tout le monde. À Merci à bientôt. vous. Bye. Au Mhm. revoir. Plaisir.